Alors, on entend parler partout de la Startup Nation israélienne, n'est-ce pas, ce véritable moteur de la tech mondiale. Eh bien, figurez-vous qu'elle est à un tournant, un vrai tournant critique. Et face à ce qui ressemble à une menace existentielle, le gouvernement a décidé de ne pas juste réagir. Non, il lance une véritable révolution fiscale. Allez, on va décortiquer ensemble cette stratégie pour voir ce qu'elle a dans le ventre. La grande question, c'est donc, est-ce que la Startup Nation est vraiment en danger? C'est vrai que pendant des années, on l'a vu comme la locomotive de l'économie presque inarrêtable. Mais aujourd'hui, les signaux d'alarme sont là. Ils sont bien réels. Et le défi, il est devenu tellement pressant que ça a provoqué une réaction du gouvernement d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et attention, on ne parle pas de petits ajustements ici et là, non. La situation est vraiment sérieuse. En fait, il y a 3 grosses menaces qui pèsent sur tout l'écosystème. Et c'est précisément ça qui explique pourquoi cette réforme est si urgente. Allez, on regarde ça de plus près. Bon alors, le cœur du problème, le voilà. D'abord, premier point, une baisse. Et pas une petite, une baisse vraiment significative des investissements. Deuxième point, la concurrence mondiale est devenue féroce, mais alors féroce. Tout le monde se bat pour attirer les mêmes capitaux et bien sûr les meilleurs talents. Et enfin, troisième point, conséquence directe des 2 autres, la fameuse fuite des cerveaux, le brain drain, qui ne fait que s'accentuer. C'est ce trio infernal, en quelque sorte, qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est une réforme fiscale, mais pas n'importe laquelle. Une réforme vraiment ambitieuse, très structurée, qui repose sur 4 grands piliers. L'objectif est simple, redonner un grand coup de fouet à l'écosystème et remettre Israël en plein centre du jeu mondial de l'innovation. Allez, on attaque tout de suite avec le premier pilier. Le premier pilier donc. Lui, il s'attaque à la base, au tout début de la chaîne, le financement. On pourrait dire que c'est le carburant essentiel pour faire démarrer une start-up. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement d'ouvrir les vannes du capital privé. Comment? En rendant l'investissement beaucoup plus intéressant pour les particuliers, ceux qu'on appelle les business angels. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on assiste à un changement, mais radical de philosophie. Imaginez, avant, si un investisseur perdait de l'argent dans une start-up, c'était super compliqué de l'amortir fiscalement. On pouvait déduire cette perte uniquement d'autres gains en capital. Maintenant, c'est le jour et la nuit. Cette même perte, on peut la déduire de tous les revenus. Oui, même du salaire. Le message envoyé par l'État est hyper clair. Investissez, prenez des risques, on est avec vous, on partage le risque. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Prenons un exemple. Un investisseur, disons dans la tranche d'imposition la plus élevée, qui met 5 millions de shekels dans une boîte et tout perd. C'est le risque. Aujourd'hui, l'État peut lui rembourser jusqu'à la moitié de sa mise, soit 2,5 millions de shekels directement en crédit d'impôt. C'est juste un amortisseur fiscal énorme. Ça change absolument tout dans le calcul du risque. Ok, ça, c'était pour les investisseurs individuels. Maintenant, le deuxième pilier, lui, il monte d'un cran. On ne parle plus des individus, mais des poids lourds, les grands fonds de capital risque internationaux. Là, l'objectif est limpide. On leur déroule le tapis rouge. Le but, que ce soit leur argent, les capitaux étrangers, qui viennent financer les futurs géants de la tech made in Israël. Et pour les attirer, il y a une mesure phare, un truc vraiment spectaculaire. Ça concerne ce qu'on appelle le carried interest. En gros, la commission sur la performance que touchent les gestionnaires de fonds. Accrochez-vous bien, le taux d'imposition maximum sur ces gains, il passe de 50% à 27%. C'est une division par presque 2. Quand on sait que ces commissions peuvent se chiffrer en centaines de millions, la différence est juste colossale. D'un coup, Israël devient ultra compétitif. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le gouvernement a mis tout le paquet. En plus de ça, il y a d'autres bonus. Un taux encore plus bas, à 10% pour les partenaires étrangers qui investissent dans ces fonds. Une exonération totale d'impôts sur les intérêts et les dividendes pour eux. Et, cerise sur le gâteau, on supprime la TVA sur les commissions de gestion. Bref, c'est un véritable package de bienvenue fiscale. On en arrive maintenant au 3e pilier. Et celui-là, il était peut-être le plus attendu de tous parce qu'il touche à l'humain. Il s'attaque directement au problème de la fuite des cerveaux. Comment? En s'occupant enfin d'un énorme problème fiscal qui littéralement pénalisait les talents israéliens qui avaient travaillé à l'étranger et qui voulaient rentrer à la maison. Cette citation, elle dit tout, non? Rentrer au pays signifiait une double imposition. C'était une pénalité financière. C'est fort. Pour plein d'expatriés, le calcul était simple. Revenir au pays, c'était financièrement irrationnel, à cause de la manière dont leur stock option était taxé. C'était vraiment vécu comme une injustice, une pénalité de retour, le mot est bien choisi. Alors techniquement, c'était quoi le bug? C'était assez simple et assez fou en fait. Quand un expatrié rentrait, le fisc israélien taxait 100% du gain réalisé sur ses stock options, y compris la partie qu'il avait acquise quand il n'était même pas résident fiscal en Israël. C'était ça, la fameuse double imposition. Et c'est ce nœud que la réforme vient enfin défaire.
Et la solution, elle est super claire. Il y a maintenant 2 options sur la table. Option numéro 1, la répartition linéaire. C'est simple. La part du gain qui correspond à la période passée à l'étranger, elle est totalement exonérée d'impôts en Israël. Fini. Option numéro 2, l'employé peut choisir le régime fiscal allégé de l'article 102, qui est bien connu là-bas, avec un taux de 25%. Le choix est là, et dans les 2 cas, c'est un vrai game changer. Ça rend le retour au pays bien plus attractif. Allez, on arrive au dernier pilier. Après les anges, les fonds et les talents, on s'attaque à un enjeu un peu moins sexy peut-être, mais tout aussi crucial, la stabilité. Parce que c'est bien beau d'attirer les gens avec des cadeaux fiscaux. Mais pour les très grosses boîtes, les multinationales, ce qui compte par-dessus tout, c'est d'avoir un environnement juridique qui soit stable et prévisible. Et pour ça, il y a 3 mesures clés. Premièrement, on facilite les fusions et les restructurations pour qu'elles se fassent sans galère fiscale. Deuxièmement, on garantit aux boîtes étrangères qui veulent racheter une entreprise israélienne une réponse du fisc, un ruling, en 180 jours. Pas plus. Et enfin, on clarifie les règles sur le transfert de propriété intellectuelle, un sujet hyper sensible. Le but de tout ça, réduire l'incertitude au maximum. Donc, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on a? On a la création d'une fenêtre d'opportunité stratégique. L'idée, c'est de donner un coup de boost à tout l'écosystème en même temps. Ça va du petit investisseur privé jusqu'au géant mondial de la tech qui veut faire une acquisition à plusieurs milliards. On crée un environnement fiscal qui se veut tout simplement l'un des plus attractifs de la planète. Évidemment, la grande question demeure. Est-ce que cette offensive fiscale massive, aussi audacieuse soit-elle, va suffire? Suffire pour assurer la domination technologique d'Israël pour la décennie qui vient, face à une concurrence qui ne dort jamais. Les fondations pour une relance spectaculaire sont là, c'est certain. Maintenant, il reste à voir si l'essai sera transformé. C'est tout le pari qui est fait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous.